On commence avec ce bilan Choose France. Comment vous avez regardé la séquence, Philippe Manière? Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est charmant tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des Américains, des Asiatiques qui ont pris l'habitude de venir passer 1 ou 2 jours à Versailles tous les ans. Et je comprends, c'est assez agréable, oui. Et voilà, et c'est chaque fois l'occasion tout de même pour le président de la République, qui pour le coup, il faut le dire, est assez constant, de rappeler un certain nombre de choses sur le fait que pour créer de la valeur, il faut être attractif. Donc c'est bien de ce point de vue-là, mais en même temps, on nous annonce des chiffres qui sont assez discutables, selon que vous comptez en nombre d'investissements, en capacité de production, en emploi, vous avez des chiffres qui sont différents. Puis bon, c'est d'autant plus facile de gagner la partie qu'il n'y a plus personne qui concourt avec nous. C'est-à-dire que si vous prenez dans l'Union européenne, vous retirez les Britanniques qui ont quitté l'Union européenne, les Suisses qui sont très attractifs n'ont jamais compté, les Allemands passent un petit moment un peu difficile, on en parlera sans doute, et donc à l'arrivée, il reste des pays plus attractifs que nous, mais tellement plus petits que les chiffres évidemment sont plus faibles. Voilà, donc à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. C'est mieux d'être bien classé que de ne pas être bien classé, mais c'est du second ordre. Le sujet, c'est pas de savoir s'il va y avoir 50 millions d'euros mis par un Koweïti qui veut donner un gage à Emmanuel Macron sur un projet, un Koweïti ou un Dubaïote ou que sais-je. Le sujet, c'est de savoir si les boîtes françaises peuvent se développer. Ces investissements étrangers, ils sont bienvenus, mais c'est un tout petit filet dans l'investissement, dans le fonctionnement de la machine économique française, qui est clairement en panne. Séquence événementielle de soft power, quoi. Oui, voilà, donc il y a quand même des bonnes nouvelles. Au passage, Macron a shooté la CS3D, je pense que ça peut nuire à personne. Bien shooté, là. Oui, alors c'est pas lui qui décide complètement, mais enfin, si la France est contre, sachant que l'Allemagne n'était pas pour, ça va rapidement être réglé. Enfin, j'y vais à la serpe, là, mais c'est pas mal d'avoir de temps en temps des prises de position qui vont dans le sens de la compétitivité. Après, c'est quand même un numéro de claquette. Ça a un intérêt de Choose France pour vous, Marc Bien sûr, on regarde avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention tous ces événements de M. Macron, finement organisés, finement orchestrés, où il donne la main à des personnalités du monde de l'entreprise pour démontrer, pour prouver que la France est devenue, sous son régime, un lieu préféré d'investissement étranger. Alors, ce qu'on ne regarde peut-être pas assez, ce sont les mécanismes d'incitation par lesquels le gouvernement français, le président Macron en particulier, fait venir ces entreprises en France. C'est le crédit d'impôt recherche, quoi. Non, je ne me prononce pas là-dessus parce que je ne connais pas la totalité. Mais il y a un certain nombre de recherches. Et il est tout à fait étonnant que, disons-le, le sujet des subventions payées par l'État ne trouve pas une attention accrue dans la presse française. Il y a par contre, dans un quotidien allemand, très réputé, Frankfurter Allgemeine Zeitung, par le correspondant ici à Paris, un petit bilan qui, disons, fait un bémol sur l'attractivité de la France. Mais, je dirais, sur un plan général, nous sommes en Europe, en France comme en Allemagne, dans une crise de compétitivité. Et il est temps que... Et c'est pas 20 milliards d'investissements étrangers qui vont changer ça. Il est temps de découvrir ça. Il est temps de redéfinir la valeur du travail, la valeur de l'investissement industriel. Et je suis de ceux qui pensent qu'une politique industrialiste sans trop de subventions est utile pour notre continent sur un plan général. On va y revenir. André Losgruy-Prétiri, il faut quand même dire qu'Emmanuel Macron, on peut le dire qu'ici à BFM Business, c'est quand même son truc, quoi. C'est-à-dire que là, c'est son truc. Il est avec les investisseurs étrangers, il est en anglais, sans notes, il parle de toutes les législations européennes qu'il maîtrise. C'est du marketing, madame. Oui, mais c'est la communication. Exactement. C'est la communication. C'est la communication pure. C'est inaudible à l'extérieur, c'est son truc, c'est son moment. Ça sert à quoi, selon vous ? Et je crains aussi que ça soit plus qu'inaudible en France. Je crois qu'en plus, c'est de plus en plus... vous savez, il y avait Einstein qui avait cette fameuse formule en disant « c'est une folie de réessayer chaque fois la même méthode et d'espérer des résultats différents ». Il est un fait qu'aujourd'hui, notre pays va moins bien qu'il y a quelques années. Et donc, se féliciter de ces milliards d'investissements, qui à nouveau est une bonne chose, parce qu'effectivement, ça donne une bonne image et c'est du software français, mais ne pas voir qu'aujourd'hui, on a un pays qui est totalement bloqué depuis 1 an, du fait d'une
capacité de la classe politique, du président de la République et du Premier ministre, qui on se demande ce qu'il fait depuis 6 mois. Donc il ne faut pas oublier que la dissolution, c'est lui quand même. Oui. Donc et deuxième chose, ça j'en veux un tout petit peu aux chefs d'entreprise. Évidemment, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont en quête d'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde tellement instable. Ils se font balloter par Donald Trump. Ceux qui ont tenté la Chine depuis 20 ans, la plupart d'entre eux sont quand même revenus assez amers, à part les géants du luxe. Donc aujourd'hui, quand vous avez un président de la République qui parle anglais, qui est en fait un chief marketing officer exceptionnel de son pays, ils adorent. Je trouve que le reproche qu'on peut faire on ne peut pas reprocher au patron d'un pays d'essayer de le vendre et d'utiliser ses actifs comme Versailles. Mais on peut reprocher aux chefs d'entreprise, je vois beaucoup, il y a aussi des étrangers, mais il y a aussi beaucoup de start-up françaises qui n'osent pas dire la vérité au pouvoir et au roi. Je veux dire, la vérité, c'est qu'on a un pays bloqué, c'est qu'on a la plupart on a le coût du travail qui est dément, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus embaucher dans notre pays, qu'il faut aussi changer. On annonce toujours ces centaines d'emplois créés dans des data centers, mais ce sont plus des jobs en plus. Il n'y a pas beaucoup d'humains dans les data centers. Non, mais et surtout, ce sont des emplois où aujourd'hui il y a de la tension. Donc c'est plus de la création nette. La plupart des emplois qui sont créés aujourd'hui, c'est pas des gens malheureusement qu'on a sortis du chômage à long terme, c'est des gens qui en auraient trouvé de toute façon dans les semi-conducteurs, dans l'IA, etc. Donc c'est plus de la création de valeur nette. Et effectivement, on a quand même aujourd'hui 1000 milliards de dettes de plus qu'il y a par rapport à il y a 7 ans. Une partie de ces milliards a servi à financer et à compenser l'absence d'attractivité et de compétitivité de la France. Philippe Magnier, on disait les start-upers et les chefs d'entreprise ne disent pas la vérité sur l'état du pays. Il y a les commissions d'enquête aujourd'hui pour ça. Oui, alors on va y venir, les commissions d'enquête. Mais juste pour résumer ce qu'on vient de dire, si je peux me permettre, je ne veux pas prétendre parler au nom des autres, mais ma femme a une expression que j'aime bien, c'est la coquette sale. Vous citez votre femme? Oui, j'espère qu'elle va être contente. Oui, j'espère qu'elle nous écoute. Sinon, il y a les replays, les podcasts. Mais vous voyez l'idée de la coquette sale, c'est-à-dire c'est la personne qui est très bien mise, mais qu'en réalité se néglige un peu. Et la République, c'est vraiment ça en France de toute éternité. C'est-à-dire quiconque est déjà allé. Alors Matignon, c'est un peu plus clean, mais l'Élysée, c'est caricatural. Et il y a plein de palais de la République où vous avez la façade magistrale, les gardes républicains, etc. Puis quand vous montez dans les étages, Versailles, le dernier coup de peinture date du 19e siècle et les marches sont branlantes. Et bon, voilà. Donc c'est un peu. La France a toujours été un peu comme ça. Je pense que Versailles et Choose France, c'est vraiment l'incarnation de la coquette sale. C'est-à-dire que Macron à Versailles, c'est formidable, quoi. Le maquillage au top, démarche idéale, embrassade généralisée. Enfin, c'est le bonheur de la séduction. Mais derrière, la France, elle est toujours ce qu'elle est. C'est un machin qui, honnêtement, est un peu sale. On a beau être coquet, on est sale. Il faut faire des réformes, il faut nettoyer, il faut repeindre la cage d'escalier, il faut réparer ce qui ne va pas, mais on ne le fait pas. En revanche, on est très très bon pour faire le numéro de claquette qui va bien devant les palais de la République. Il est tout à fait étonnant. Il est tout à fait étonnant que, je dirais, une communication événementielle comme celle conduite par le président Macron, d'ailleurs avec beaucoup d'intelligence, capte tellement l'attention à côté d'événements qui sont beaucoup plus importants. Le coup de fil passé entre M. Trump et M. Poutine devrait intéresser la France, parce que nous avons la guerre en Europe. En matière industrielle, nous devrions discuter très sérieusement de rapprochement de nos industries d'armement. Ça, c'est le grand défi à gagner. Et sur cet axe-là, malheureusement, peu de choses se passent et on laisse trop d'initiatives à cette présidente de la Commission européenne qui fait une annonce après l'autre, qui promet beaucoup d'argent, qui inclut les Britanniques dans son enveloppe de 150 milliards, mais qui, dans la réalité, heureusement, n'a pas les pouvoirs de façonner l'industrie d'armement, mais qui prend la place que devraient prendre les ministres de la Défense. Mais je ne comprends pas. À un moment où on cherche un interlocuteur européen, justement, non, Donald Trump dit je ne sais pas à qui parler, c'est pas bien d'avoir Ursula von der Leyen qui prend les devants. Madame von der Leyen n'est pas un interlocuteur en la matière, par définition. Premièrement, parce qu'elle n'est pas compétente. Deuxièmement, parce que nous connaissons son passé, ses entretiens avec M. Bourla en matière d'achat de vaccins ont quand même jeté plus qu'une lumière douteuse sur elle. Et la Cour, en première instance, a confirmé que son refus d'information est tout à fait totalement illégal. Mais l'Union européenne en matière de défense est incompétente.
Mais elle est juridiquement incompétente. Elle est juridiquement Il n'y a pas de compétence, voilà. Deuxièmement, elle n'a pas les compétences de fait. Et je dirais, à l'heure actuelle, ce sont les gouvernements, ce sont les pays. Et là, je dirais, il faut faire le choix. C'est pas avec le Luxembourg qu'on va défendre l'Europe. Hein, avec les Britanniques, peut-être. Je pense, ça c'est une des évolutions les plus intéressantes, les plus positives dans le passé le plus récent. C'est le rôle, je dirais, très habile que joue le Premier ministre britannique, premièrement dans l'intermédiation entre les États-Unis, gouverné par quelqu'un, présidé par quelqu'un qui est appelé aux États-Unis un madman, unfit for the job, et l'Europe qui ne peut pas rompre formellement l'Alliance Atlantique. Et son rapprochement avec l'Europe, que je salue. D'ailleurs, on devrait faire beaucoup plus de bilatéralisme avec les Britanniques que laisser l'initiative complètement à la Commission. Mais encore une fois, le sujet capital, c'est la sécurité. Et comment est-ce que l'Europe, notre Europe, c'est-à-dire l'Europe des grands pays, peut contribuer au renforcement de notre tissu industriel en matière de défense. Vous voulez plus parler de Choose France, j'ai compris. André. Non, madame, vous êtes la directrice de l'émission, mais je dirais, c'est quand même intéressant. Non, mais moi aussi, je veux bien qu'on arrête. Hein. Si, moi, je voudrais rentrer dans le détail, parce que je pense qu'on n'est pas assez dans la technique. Beaucoup des annonces qui concernaient des data centers. Ouais. Je trouve qu'on est à nouveau très court terme, c'est-à-dire que ces data centers, aujourd'hui, sont construits de manière assez classique, c'est-à-dire vont consommer énormément d'énergie et énormément d'eau. Alors, je veux bien entendre plug baby plug, hein, la fameuse formule. Mais on a du nucléaire, oui, mais enfin, on a un tiers du parc qui, en moyenne, est en réparation, ce qui est un taux de disponibilité qui est bien plus faible que tous les autres pays, Chine et même les autres pays nucléaires, type Royaume-Uni et États-Unis. Donc aujourd'hui, en théorie, on a de l'énergie, mais il va y avoir des choix politiques majeurs. Aujourd'hui, enfin, moi, je vois venir dans quelques années des choix au sein des territoires. C'est est-ce qu'on donne cette énergie à nos industries ou est-ce qu'on alimente des data centers? Donc il y a une vision très court terme. Et deuxième chose, aujourd'hui, la plupart des technologies de data center utilisent massivement de l'eau, qui devient également une ressource rare. Donc là, il y a un aspect très court terme. Et deuxième chose, on passe notre temps à nous bassiner souveraineté. Et là, on voit qu'en fait, la quasi-totalité des investissements qui sont faits dans le domaine de l'IA sont le fait d'investisseurs étrangers. Et on applaudit. Et on applaudit. Donc en fait, il y a une espèce d'incohérence dans la stratégie de l'État qui je crois, qu'on va payer cher. Et dernière chose, là où je suis un tout petit peu en désaccord avec Marcus Kerber, c'est que ça soit Choose France ou que ça soit la Défense, ce qu'il faut, c'est amener nos citoyens. À la fois, nos citoyens ne sont pas aujourd'hui dans un état d'esprit où on est en guerre en Europe. Donc on peut parler ce qu'on veut des compétences de la France, de l'industrie de défense, tant qu'on n'a pas la population avec nous. Et idem avec Choose France. Aujourd'hui, l'attractivité française, elle crée beaucoup de tensions chez les patrons de PME qui se disent nous, on est, c'est un scandale absolu, on ne s'occupe pas de nous, on a un pays à l'arrêt, on a une surrégulation, et en plus on nous bassine avec des discours toujours les mêmes sur on va débureaucratiser. Maintenant, on ne veut plus des discours. Je pense qu'il faut un tout petit peu corriger ces explications. Si vous permettez juste un commentaire. C'est dramatique en France, on ne perçoit pas le péril en provenance de Poutine. Je dis ça en corrigeant, en critiquant radicalement la politique allemande dans le passé. Hein, l'Allemagne a commis des erreurs gigantesques dues à sa dépolitisation. Et il y a une prise de conscience plus forte en Allemagne. Aujourd'hui, on a bien compris. Et on est rentré dans une phase de répolitisation, ça veut dire faire la distinction entre amis et ennemis. Alors qu'ici, au début de la guerre, certains de mes collègues me disaient « écoutez, cette guerre ne me concerne pas ». Alors la perception de cette guerre, qui n'est pas un all-out war, mais c'est une guerre quand même, une campagne, est tout à fait différente dans les pays baltes. J'y vais souvent, en Pologne, en Tchéquie. C'est-à-dire nous n'avons pas en Europe une perception commune du danger. C'est plus près, mais c'est aussi mieux expliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut expliquer à nos concitoyens qu'il y a un danger existentiel, mais il ne faut pas juste rester sur la théorie, mais il faut véritablement montrer ce qui se passe. Il faut à la fois expliquer et avoir beaucoup de raisons, parce que la russophobie en Pologne n'est pas une explication très raisonnable. C'est une maladie, c'est une pathologie polonaise. Oui, enfin, elle est due à l'histoire aussi. C'est les Baltes également. Mais je dirais, tirer les conséquences industrielles de cette menace qui pèse sur l'Europe
À mon avis, c'est ça qui est à l'ordre du jour. Et ce sont aujourd'hui, je pense, même les ministres de la Défense européens qui se réunissent. Mais il faut rapidement faire un directoire de défense réunissant les ministres de la Défense pour passer à l'action. Oui, d'abord, peut-être, je vais nuancer ce que vous dites. Je pense qu'il y a une grande partie de la population qui ne veut pas en entendre parler de la guerre. Mais n'oublions pas qu'aux États-Unis, jusqu'à Pearl Harbor, la plupart des gens ne voulaient pas entendre parler de la guerre. C'est quand même une grande classique. C'est-à-dire que tant que ça ne vous concerne pas directement, vous savez qu'il y a des bruits d'obus un peu loin, mais vous les entendez à peine, vous ne vous en occupez pas. Et je pense qu'il y a quand même, en revanche, dans les élites françaises, une vraie prise de conscience sur le sujet. Donc moi, je ne serais pas aussi dur que vous. Je crois qu'il y a vraiment, depuis un an, la compréhension que ce qui se joue en Europe, c'est d'ordre vital. C'est-à-dire que les Polonais et les Baltes sont aux premières loges, mais nous sommes tous concernés par la menace russe et il faut la traiter. Et je crois que là maintenant, il y a quand même énormément de gens qui l'ont compris. Et là-dessus, moi qui ne suis pas toujours tendre avec Emmanuel Macron, je pense qu'on peut quand même lui donner le point. Il a quand même contribué à entretenir à susciter puis à entretenir ce réveil. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Philippe, parce que Monsieur Macron, le président Macron, incarne même cette mentalité de désarmement en matière de défense. Parce que lui, il n'a jamais été bidasse. Il n'a aucune expérience. C'est son âge, oui. Moi non plus. Non, mais je dirais... l'idée même de la nécessité impérieuse de la défense nationale honnêtement, a beaucoup reculé dans le... Clairement parlé à la population. De l'Allemagne. Dès son arrivée au pouvoir, à son premier mandat, il a souhaité augmenter les crédits militaires qui étaient... il a annoncé des lois de programmation militaire qui étaient relativement ambitieuses, qui s'avèrent aujourd'hui insuffisantes parce que les circonstances ont changé. Honnêtement, moi je suis là pour faire cette critique. Je l'ai faite plus souvent qu'à mon tour depuis 6 ou 7 ans. Sur ce sujet, je ne crois pas qu'il soit... Sur la politique industrielle. Alors, sur la politique industrielle, je voulais venir à ce que disait Marco. C'est-à-dire que tout le monde voudrait qu'il y ait une baguette magique et qu'on dise, les gars, c'est bon, on fait 3-4 industries européennes, on fait des espèces d'Airbus, des chars d'assaut, un Airbus de l'avion de combat, etc. Ça ne peut pas marcher, pour 2 raisons. La première, c'est que ce sont des industries de souveraineté, que les savoir-faire sont inégalement répartis et que, comme chaque fois qu'il faut faire une coopération transfrontalière, la question du geo-return est totalement bloquante. Tout le monde dit, il n'est pas question que je mette mon bel et bon argent, moi, italien, dans des avions français ou moi, français, dans des fusées allemandes. Donc, mettons, je vais récupérer tant de jobs. Voilà, c'est ça. Donc, et ça, enfin, on voit bien, c'est des sujets qui sont complexes, je ne veux pas les traiter par-dessus la jambe, mais on voit bien, par exemple, sur l'avion de combat, les difficultés qu'il y a à faire se mettre d'accord. Bon. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que tant qu'il n'y a pas un remplaçant à l'OTAN, on a besoin de l'OTAN. Et l'OTAN, la question de l'interopérabilité fait que tout le monde est obligé d'avoir le même matériel. Et devinez quoi, ce matériel, il est américain. Et donc, le jour où vous me montrerez un Allemand, un Néerlandais, un Polonais qui dit « Moi, je vais acheter des avions européens et je m'assieds sur l'interopérabilité et je renonce aux privilèges exorbitants que j'ai consentis depuis 30, 40, 50 ans aux États-Unis, qui sont devenus mon fournisseur exclusif, à ce moment-là, on pourra peut-être éventuellement commencer à parler. Et je comprends qu'ils ne le fassent pas. Moi, je serais polonais. Malgré Trump, j'aurais un peu plus confiance dans la protection américaine et donc dans la nécessité, j'aurais un peu plus conscience de la nécessité de l'OTAN que j'aurais confiance dans la défense éventuelle de Paris. Et mourir pour Danzig, si vous voulez, c'est vrai que c'est beau sur le papier, mais je ne suis pas certain, pour la raison que vous disiez tout à l'heure, que beaucoup de Français y soient prêts. Donc tout ça, c'est quand même beaucoup d'égaléjades. Alors on peut m'opposer, comme justement ça va être dur et long, il faut s'y mettre tout de suite. J'ai rien contre. Mais ne nous berçons pas de l'illusion que l'Europe se réveille et que demain, on a une offre alternative à l'offre américaine, ni du point de vue militaire, ni du point de vue... Et donc on n'aura pas d'Europe de la défense, alors? Oui, mais écoutez... Peut-être nos enfants ou nos petits-enfants. Je ne suis même pas sûr que ce soit souhaitable, d'ailleurs, parce que c'est fondamentalement souverain, la défense. Je ne suis pas l'homme qui se berce dans des illusions. Je suis hyper réaliste. Mais la nécessité impérieuse de voir la réalité en face nous oblige quand même à expérimenter en matière de coopération, non seulement militaire, mais en matière d'armement. Tout n'est pas perdu du fait que l'Europe, à la différence des États-Unis, est un continent parcellé par des petites nations-États où des transferts de souveraineté sont beaucoup plus difficiles à négocier. Mais sont-ils toujours nécessaires, Marcos? Sont-ils nécessaires? Je vais vous répondre par une réponse un peu limpide. Les États-Unis disposent de 12 porte-avions. L'Europe, combien? La France dispose d'un. Voilà, avoir un porte-avions, je ne dis pas que ça ne sert à rien. J'ai été invité par la Marine nationale de regarder ça. Je suis admirateur de ça. Le porte-avions, c'est un moyen de souveraineté, mais c'est également une plateforme pour projection, pour la projection. L'Europe n'a pas ces moyens.
comparable avec celle de... Oui. Ça, c'est sûr. Donc, il nous faudra investir beaucoup. Comment y arriver, c'est très difficile. Mais sur ce plan-là, la France, Peut-être par avec un définition, emprunt européen. peut jouer un rôle très important. Parce que Oui, mais il n'y aura pas de porte-avions européen. Il n'y aura pas de porte-avions européen. Il y aura un porte-avions français ou 2 ou 3 André, ou 4. je fais tout pour vous donner la parole. Non, J'en secoue mon stylo. Je vois ces deux messieurs discuter. Je crois que ce qui a été... on parle de porte-avions. Il faut bien voir le débat qu'il y a en ce moment aux États-Unis. Je crois que le sujet essentiel aujourd'hui dans une politique industrielle, c'est oulala, terrible. C'est de viser le coup d'après. Et aujourd'hui, il y a des vraies discussions aux États-Unis pour se poser la question si un avion de chasse piloté fait encore sens, si des porte-avions par rapport à des essaims de drones, est-ce qu'il fait encore sens d'investir 10, 12, parfois 15 milliards d'euros pour... Un porte-avions ne va pas être détruit par un drone, mais va être rendu hors d'usage et on ne pourra plus faire décoller des avions. Donc il y a des vraies réflexions. Donc le vrai sujet sur une politique industrielle, c'est est-ce qu'on arrive à anticiper? Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec les data centers. On est très dans le court terme. Et deuxième chose quand même sur l'Union européenne, je crois que la capacité aujourd'hui des chefs d'entreprise qui ont un rôle à jouer par rapport aux politiques qui clairement est démonétisée, par rapport à des coalitions très importantes ou par rapport à des blocages parlementaires comme celui qu'on a en France, les chefs d'entreprise doivent avoir une voix beaucoup plus forte. Et aujourd'hui, je trouve qu'ils sont restés dans l'ancien logiciel parler des commissions d'enquête. d'une grande déférence par rapport aux politiques. Ils adorent être invités à la salle des fêtes de l'Élysée, à Versailles. C'est à eux aujourd'hui de prendre la parole. Et on voit certaines prises de parole qui arrivent, et tant mieux. Il faut qu'on marque une pause.